Maurice Arnoult est né à Marcinelle le 24 mars 1914. Il va faire ses études aux Athénées de Schaerbeek, de Charleroi et d'Ixelles. En 1933, il rentre à l'université de Bruxelles et 4 ans plus tard, il est proclamé licencié et agrégé de l'enseignement secondaire supérieur. Il devient aspirant au Fonds national de la recherche scientifique 2 ans plus tard. Il n'y restera que 2 ans parce que la guerre va interrompre sa carrière de chercheur. À partir de 1942, il entame une carrière d'archiviste et au lendemain de la guerre, il deviendra chargé de cours à l'Institut Warroquet à Mons, où il enseignera de 1944 à 1957. En 1949, il présente sa thèse de doctorat, porte sur les dénombrements de foyers dans le comté de Hainaut du XIVe au XVIe siècle. Et très rapidement, il enseigne à l'université. Il va s'intéresser à de nombreux secteurs de l'activité historiographique, entre autres l'histoire de l'histoire, l'histoire économique, l'histoire démographique, la géographie historique et plus particulièrement l'histoire du Hainaut. Il deviendra conservateur de la bibliothèque publique et des musées Chanoine-Puissant à Mons, où il exercera sa profession entre 1950 et 1960. Puis, il se consacrera uniquement à ses cours à l'université de Bruxelles. Il sera membre de différentes institutions de recherche, entre autres la Commission royale d'histoire, où il entre en 1955, et surtout, à partir de 1974, il devient membre de l'Académie thérésienne, donc de l'Académie royale de Belgique. Maurice Arnoult fut mon maître à l'université de Bruxelles entre 1975 et, je dirais, 1990, puisqu'il fut mon professeur d'histoire de l'historiographie, d'histoire de la philosophie de l'histoire, voie dans laquelle je me suis moi-même engagé. Puis j'ai commencé avec lui une thèse de doctorat sur la théorie de l'histoire au XVIIe siècle. C'est donc avec émotion que je vais lire un texte essentiel, un texte érudit, qui s'intitule « Histoire ou science historique ». C'est un discours qu'il a prononcé à l'Académie royale de Belgique et qui a été publié en 1975. Ce discours date plus précisément du lundi 12 mai 1975. C'est un discours qui a été prononcé à la classe des lettres. Histoire ou science historique. La langue grecque des anciens disposait d'une terminologie variée pour désigner le savoir. Il pouvait se dire épistémé, qu'on retrouve dans le français épistémologie, branche importante de la philosophie des sciences, Wissenschaftslehre en allemand, c'est-à-dire science de la science. On disait aussi mathéma, qui s'appliqua plus spécialement à la science du nombre et de l'étendue, la mathématique. La même racine apparaît dans polymathie, accumulation de connaissances, et dans polymathie, amour du savoir. 2 mots, enfin, ont nommé le savoir dans son ensemble. Sophia ou philosophia, traduisant le savoir rationnel ou général. Historia, dans lequel on voyait la recherche et la narration d'informations concrètes, donc particulières, à quelques domaines qu'on rattacha ces informations. La distinction entre ces 2 mots, peu précise encore chez Platon, est faite nettement chez Aristote. Pour ce dernier, l'histoire est l'observation du particulier, ainsi que le montrent ces histoires des animaux, recueil documentaire qui s'oppose à ces traités théoriques sur le même sujet.
On ne parle pas d'une manière historique. Ut historicos, expose Aristote, quand on dit que tous les poissons sont femelles. Historicos doit s'entendre conformément à une observation précise, donc particulière. Cette terminologie s'est conservée par l'intermédiaire des Romains jusque chez les modernes. La scolastique voyait dans l'histoire la connaissance du particulier, singulorum notitia, et sa relation. Bacon n'innova pas sur ce point. Son traité sur le classement des sciences, en 1623, oppose l'histoire, qui se sert de la mémoire et la connaissance des choses particulières, individuorum, d'une part à la philosophie, qui a pour instrument la raison et pour objet le général, d'autre part à la poésie, qui a pour outil l'imagination et pour objectif le fictif. C'est ainsi qu'il consacra une Historia au vent, de Ventis, simple recueil de faits ad contendam philosophiam. Diderot, au siècle suivant, a repris la nomenclature de Bacon, ne la modifiant que sur des points secondaires. Dans l'explication du système des connaissances qui ouvre en 1751 l'encyclopédie, il explique que l'entendement humain dénombre ses perceptions par la mémoire, les compare et les digère, c'est-à-dire les classe, par la raison, ou les contrefait par l'imagination, donnant par là naissance à l'histoire, à la philosophie et à la poésie. L'historien est ainsi appelé à fournir la matière première du philosophe. Celui-ci donne la raison des choses, mais tant qu'on se borne à voir et à rapporter ce qu'on voit, écrit-il, on n'est qu'historien. Cette acception très générale conférée à la notion de philosophie comme à la notion d'histoire s'est maintenue jusque dans la première moitié du XIXe siècle. En 1802, Chateaubriand précise, dans le chapitre du génie du christianisme qui traite de l'astronomie et des mathématiques, « Par la philosophie, nous entendons ici l'étude de toute espèce de science. » En 1809, Lamarck intitule « Philosophie zoologique ou exposition des connaissances relatives à l'histoire naturelle des animaux » un important traité de sciences naturelles et, en 1815, il commence la publication de son illustre « Histoire des animaux sans vertèbres ». De 1818 date la philosophie anatomique de Geoffroy Saint-Hilaire et de 1830 ses principes de philosophie zoologique qui sont des livres de sciences. La même année, Auguste Comte annonce dans l'avertissement de son cours de philosophie positive « J'emploie le mot philosophie dans l'acception que lui donnaient les anciens, et particulièrement Aristote, comme désignant le système général des conceptions humaines. » Et en 1837, Jean-Baptiste Dumas donne pour titre à ses cours du Collège de France « Leçon de philosophie chimique ». Comment le contenu sémantique des mots « philosophie » et « histoire » s'est-il subitement restreint? C'est ce qu'il importe de fixer à présent. Nous examinerons pour commencer les avatars du mot « histoire », objet même de notre propos. Et ce d'autant plus que les modifications de sa sémantique ont été les plus précoces et aussi les plus complexes, car subordonnées à diverses mutations épistémologiques. Voici la première. Une tendance ancienne, mais un peu artificielle, consiste à séparer l'homme de la nature et à les opposer. Jean Bodin, par exemple, dans son traité théorique sur l'histoire, la Methodus de 1566, distingue trois genres d'histoire. Un numanum genus, un naturale genus et un divinum genus. Dans ce livre, où il ne s'occupe provisoirement que du premier, il renvoie l'histoire naturelle aux savants, philosophis, et l'histoire sacrée aux théologiens.
Chemin faisant, il admet qu'on puisse retrancher les mathématiques des naturalibus disciplinis, ce qui donnerait un quatrième genre d'histoire. Soulignons surtout le départ qu'il opère entre l'humain et le naturel, reprenant, à vrai dire, une distinction déjà faite au XIIIe siècle par Vincent de Beauvais. Cette distinction allait se renforcer à mesure qu'on opposerait l'étude des événements qui ne sont survenus qu'une seule fois, la succession des faits géologiques et surtout les vicissitudes des sociétés, à l'étude des phénomènes qui se reproduisent à volonté, ceux de la physique et de la chimie. Bacon, au siècle suivant, et Diderot, au XVIIIe, conservèrent ces divisions. Pour eux, philosophie et histoire se partagent en sacré, civil et naturel, selon que les faits concernés sont ou de Dieu, ou de l'homme, ou de la nature. La dénomination d'histoire naturelle survécut dans la nomenclature savante jusqu'au XIXe siècle et dans le langage courant jusqu'à une époque proche de la nôtre. Il fallut que naquît la notion de biologie, mot popularisé dans les premières années du XIXe siècle par Lamarck en France et par Gottfried Treviranus en Allemagne, et que la description céda le pas à l'explication pour qu'on songeât à débaptiser l'histoire naturelle qui devint science naturelle. L'histoire se trouva donc comme déchargée de l'observation de la nature. Une deuxième mutation avait encouragé la précédente. Depuis longtemps, depuis l'Antiquité même, des narrateurs de plus en plus nombreux avaient concentré leur attention sur les événements humains, d'où ils ne sortaient plus guère que par des considérations sur la géographie, le climat et l'histoire de la Terre. Voltaire, si attentif par ailleurs à ses considérations sur le milieu physique, déclare en 1765, dans l'article « Histoire de l'encyclopédie », que « l'histoire naturelle improprement dite histoire est une partie essentielle de la physique. » Cette bifurcation, due à l'avance prise soudainement par les sciences physiques, fut encouragée, semble-t-il, par d'autres circonstances. D'abord par l'élaboration, dès le XVIIe siècle, d'une méthodologie de la critique des textes due aux bénédictins et aux jésuites, laquelle renouvelait le fondement des études historiques. Ensuite, par l'éclosion d'une Scienza Nuova, celle exposée en 1725 par Vico, celle qui deviendrait la philosophie de l'histoire, expression créée par Voltaire et reprise par Herder et Wegelin, puis au XIXe siècle par Hegel. Cette science nouvelle prétendait se substituer aux anciennes théodicées et établir un ordre logique et une intelligibilité nouvelle dans la disparate des civilisations successives. Or, l'histoire, dans son sens le plus large, n'est que la relation du réel, donc du vécu, donc du passé. Le passé, comme le remarque un héros d'Anatole France, est la seule réalité humaine. Tout ce qui est passé. La futurologie, ou la prospective, pour user d'un moins récent néologisme, ne se braque pas sur le réel, sinon pour le projeter en un avenir qui, par sa nature même, ne participe pas de la réalité ni du fait accompli. Elle ne peut conduire qu'à des conclusions fragiles, toujours susceptibles d'un démenti, lequel peut surgir de la méconnaissance d'une donnée ou, plus simplement, de la volonté des hommes, décidant d'interrompre le processus prédit. Toute contemplation du réel est donc, en matière humaine, tournée vers l'expérience passée. C'est pourquoi l'histoire fut si aisément tenue pour l'étude du passé. Cette définition inexacte de l'histoire, sur laquelle nous reviendrons, s'accompagna d'un glissement supplémentaire de la sémantique. C'est là une troisième mutation liée à la deuxième. Hegel
dans l'introduction à ses leçons sur la philosophie d'histoire, écrite en 1822-1823, constate que le mot Geschichte comprend un sens objectif et un sens subjectif, puisqu'il signifie aussi bien l'historiam rerum gestarum, c'est-à-dire la narration, que les res gestas elles-mêmes, c'est-à-dire les événements. Jusqu'au XVIIe siècle, le mot histoire désignait la relation des choses connues. Lorsqu'en 1680, Bossuet intitule « Discours sur l'histoire universelle, ses leçons destinées aux dauphins », il ne donne encore au mot « histoire » que son sens ancien, narration. Mais bientôt, on voit littérateur et historien employer peu à peu le mot, parfois confusément, pour désigner les événements relatés. Au XIXe siècle, la distinction sera nette. La scission qui s'est accentuée entre phénomènes physiques et biologiques d'un côté, événements humains et sociaux de l'autre côté, développe la référence au passé lorsqu'on parle de l'histoire des hommes. Condorcet, d'ailleurs, a mis à part une histoire naturelle de l'homme qui comprend ce qu'on appellera plus tard la démographie et l'étude de l'état sanitaire. Le contenu de l'histoire traditionnelle se vide par là d'une partie de sa substance. En 1823, le botaniste George Bentham, exposant la classification des sciences proposée quelques années plus tôt par son oncle, le philosophe, définit ainsi l'histoire. Description des événements et des états de choses qui ont eu lieu dans les temps passés. Il note cependant, dans sa signification primitive, le mot désigne toute espèce de narration sur quelque sujet que l'on parle. Il n'empêche que les termes d'histoire naturelle et d'histoire céleste qu'il cite comme exemple tomberont bientôt dans le discrédit. Une dernière évocation du sens large du mot « histoire » se lit en 1863 dans une lettre d'Ernest Renan à Marcellin Berthelot. L'histoire, dans le sens ordinaire, c'est-à-dire la série des faits que nous savons du développement de l'humanité, n'est qu'une portion imperceptible de l'histoire véritable, entendue comme le tableau de ce que nous pouvons savoir du développement de l'univers. Cette histoire véritable, elle aussi, allait tomber dans l'oubli. L'historien n'allait plus se préoccuper que de l'humain, mais il n'allait pas être seul à le faire. C'est ici une quatrième mutation qui allait amoindrir encore la place réservée à l'histoire. Tranchant dans le réel, on avait depuis longtemps, avons-nous vu, isolé une philosophie, une histoire propre aux affaires humaines. L'encyclopédie, employant indifféremment les mots philosophie et science, distingue cette science de l'homme. Voltaire écrit que l'ingénu faisait des progrès rapides dans les sciences et surtout dans la science de l'homme. Sur cette dernière science, il convenait de poser une étiquette. On eût pu se rabattre sur le terme d'anthropologie, apparu dès le XVIe siècle et remis à la mode en 1771 par les Allemands. Mais il était restrictif et promis d'ailleurs à bien des avatars. Le choix d'un nom était d'autant plus malaisé que cette science de l'homme, à peine née, éclata, à l'exemple de la science de la nature, en une foule de spécialités. L'anthropologie en fut une parmi les autres. Et le XIXe siècle allait en voir multiplier encore le nombre. On devait finir un jour par parler
des sciences de l'homme. Tout considéré, l'homme ne dépasse les conditionnements qui lui sont imposés par la nature, il ne se dégage du ressort des sciences naturelles qu'à l'occasion de ses relations avec ses semblables, c'est-à-dire à la faveur de la vie en société. L'une des conquêtes précoces du siècle des Lumières avait été, précisément, de concevoir que la matière sociale, à l'exemple des phénomènes de la nature, pouvait faire l'objet d'une étude systématique. Montesquieu, qui ne fut pas le premier à illustrer cette pensée, l'avait excellemment montré en 1748 dans son Esprit des lois. L'étude des faits proprement humains se ramenait en définitive à l'étude des faits sociaux, les faits juridiques et institutionnels entre autres, c'est-à-dire aux sciences sociales, pour parler comme déjà Condorcet, qui emploie aussi l'expression de sciences politiques. En 1839, abandonnant sa physique sociale, usurpée par Quetelet, Auguste Comte imaginait le mot sociologie, science suprême à ses yeux, mais qui fut bien vue dépouillée de son inspiration à l'universel par les développements de disciplines concurrentes, l'économie en particulier. Ces disciplines entendaient rechercher et établir les lois scientifiques régissant l'organisation et la vie des sociétés, refoulant l'histoire dans la besogne subalterne qui consiste à collectionner les faits du passé. Pourtant, si l'histoire avait continué de s'écrire à la manière de Voltaire, elle aurait pu ambitionner de devenir cette science globale de l'humain, mission qu'elle ne devait revendiquer que tardivement, en s'incorporant l'apport de la sociologie et de l'économie. Hélas, l'historien de l'époque romantique était tombé bien bas. À quelques exceptions près, celle d'un Michelet par exemple, il se cantonna dans le récit événementiel du politique en particulier, mis en vedette par l'éveil des nationalités, et l'histoire bataille, naguère honnie par Voltaire, ne fut que trop florissante au XIXe siècle. Renan, autre exception, eut de l'histoire une conception large. En 1849, il proposait comme pendant aux sciences de la nature un rassemblement des sciences de l'humanité groupant les diverses branches de l'érudition. Cette désignation, sans doute inspirée par le contisme et pour le discuter, devait être gratifiée de nos jours d'un renouveau éclatant par l'expression des sciences de l'homme, bientôt remplacée par celle de sciences humaines. À la fin du XVIIe siècle, on entendait par sciences humaines les seules disciplines littéraires, connaissance des langues, grammaire, poésie, rhétorique. Notre époque a fait entrer dans l'expression tout ce qu'on appelait, depuis le XVIIIe siècle, les sciences sociales ou encore les sciences morales, appellation dont Paul Robert, dans son récent dictionnaire, entérine la désuétude. Face à cette concurrence, l'histoire pouvait tout au plus réclamer le droit, qui lui fut pas refusé, d'être l'une de ces sciences sociales ou de ces sciences humaines. Mais laquelle ? Interrompons-nous sur cette interrogation pour nous retourner vers la philosophie, fort malmenée elle aussi, au moment où l'histoire, quoique pratiquée plus largement que jamais, dépérissait lentement, c'est-à-dire au milieu du siècle dernier. À cette époque éclata un divorce soudain entre la philosophie et la science. Cette dernière, s'emparant du leadership jusqu'alors exercé par la philosophie, répudia radicalement celle-ci et entendit assumer désormais à elle seule l'organisation du savoir universel. Le positivisme de Comte était encore une philosophie. Celui de ses successeurs serait, selon les expressions de Georges Gusdorff, une non-philosophie et un scientisme rétréci. Le mot science, issu du latin, n'est pas un mot savant. Quoique employé par les philosophes et, dans un sens spécial, par les théologiens,
Il marquait surtout le contraire de l'ignorance ou du doute. Il comportait aussi une nuance morale. Bodin, dans sa méthode douce, déjà citée, considérait, par exemple, que la scientia était la vertu attachée à l'histoire naturelle, la prudence étant celle que requérait l'histoire humaine et la piété celle que postulait l'histoire divine. À mesure que les études de la nature se compartimentèrent en disciplines spécialisées, on leur appliqua cette dénomination de science qu'on trouve couramment sous la plume de Bacon, puis de Descartes et de Leibniz, et que consacra en 1666 la création de la première Académie des sciences, celle de Paris. Des académies du même nom naquirent ultérieurement dans beaucoup de pays. Elles réservèrent une place aux sciences humaines et à l'histoire, alors que l'Académie des sciences de Paris n'envisagea jamais que les sciences de la nature, celles qui s'étaient le plus précocement constituées et développées. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert fut conçue comme un dictionnaire raisonné des sciences, de toutes les sciences, et parallèlement des arts et des métiers. Le prestige du terme de philosophie était tel à l'époque qu'il était inconcevable qu'on pût songer alors à l'éclipser par celui de science, tenu pourtant pour son équivalent. On remarquera qu'avant la Révolution, le mot science, dans le sens de domaine particulier du savoir, et de même le mot progrès, s'employait au pluriel. Le remploi au singulier et l'obligation de la majuscule furent la marque d'une idéalisation proche du mythe. On rencontre ce singulier pour le mot science dès 1805 sous la plume d'Étienne de Sénancour. Il devint omniprésent après que, au milieu du siècle, les savants se furent défaits du terme de philosophie que Renan eut déclaré dans l'Avenir de la science, 1849, « Ce n'est pas sans quelque dessein que j'appelle du nom de science ce que d'ordinaire on appelle philosophie. » Et que Pasteur lui-même eut reconnu dans la science le flambeau qui éclaire le monde. La pensée du temps nous est livrée en 1875 par Pierre Larousse, en son dictionnaire. Pour lui, la science réunit les connaissances humaines considérées dans leur ensemble, leur nature, leur progrès. Définition qui, un siècle plus tôt, aurait pu être celle de la philosophie. Cette substitution verbale aurait été légitime si elle n'avait entraîné de curieuses conséquences. La plus grave fut de promettre aux hommes que la science rationnelle, par sa seule vertu, résoudrait un jour tous leurs problèmes. Cette croyance, qui n'est qu'une eschatologie laïque, indémontrable comme toute autre eschatologie, est dangereuse dans la mesure où elle se présente comme une certitude scientifique. Il y a là une sorte d'abus de confiance. Lorsqu'en 1886, Berthelot, savant incontestable, proclame que la science réclame aujourd'hui à la fois la direction matérielle, la direction intellectuelle et la direction morale des sociétés, la raison, se faisant prophétie, commet un excès de pouvoir. Il n'est point question, il va de soi, de nier que la démarche rationnelle soit la voie la plus sûre qui s'offre au progrès du savoir. Mais le rationalisme scientiste ne fut qu'une doctrine aussi discutable que les autres, et d'autant plus suspecte qu'elle s'associa étroitement aux luttes politiques du moment. Une autre conséquence déplorable de cette religion de la science fut d'inciter toutes les disciplines de l'esprit à se modeler sur le schéma des sciences de la nature, auquel le langage courant, en raison de leur prestige mérité, continua de réserver la qualification de science par opposition aux lettres. Pour accéder à la dignité convoitée, bien des activités intellectuelles et même des doctrines récentes, celles de Karl Marx, entre autres, se déclarèrent donc scientifiques. L'histoire, à laquelle il nous faut revenir, n'échappa pas
à cette contagion. Acceptant de n'être plus qu'une discipline particulière au sein des sciences ou morales ou sociales ou humaines, par le fait même où elle se tint, elle aussi, pour une science. L'expression de science historique, au singulier ou au pluriel, est un produit du XIXe siècle. Il en est question chez George Bentham, mais elle dérive encore, chez cet auteur, du sens large du mot histoire. Renan, au contraire, prend le mot dans son sens actuel lorsqu'il parle des sciences historiques. Il cite aussi les sciences philologiques et certaines branches de celles-ci, la phonétique par exemple, peuvent à juste titre figurer au nombre des sciences rigoureuses. Mais que pouvaient offrir de semblables les études historiques? Et l'histoire, pouvait-elle espérer formuler, à l'exemple des sciences naturelles, des lois contraignantes du devenir collectif? Un major du génie belge, Rémy Bruck, tenta bien, en 1866, de mettre au point de pareilles lois, que propagea Charles Lagrange, professeur à l'école militaire, dans sa Mathématique de l'histoire, publiée en 1900. Selon Bruck, les apogées des civilisations dominantes se seraient succédés au rythme des révolutions du système magnétique du globe terrestre, et chaque peuple chef aurait pu compter sur une prépondérance couvrant 2 périodes de 516 ans. On ne pouvait mieux faire pour accrocher l'histoire à la remorque des sciences exactes. Mais cette théorie ne convainquit guère que quelques générations de militaires. Assise sur des bases fragiles, où les légendes voisinaient avec les faits établis, elle ne fut pas prise au sérieux par les historiens. Ils s'en défièrent à bon droit, comme des anciennes philosophies d'histoire repoussées avec dédain par Langlois et Seignobos dans l'avertissement de leur introduction aux études historiques. Ce livre remarquable, paru en 1898, fut la Bible des historiens du début de ce siècle, qui se détournèrent prudemment de tout ce qui présentait quelque relents de philosophie. En revanche, ils s'appliquèrent à démontrer que l'histoire est une science, mais qu'elle a ses lois et ses méthodes particulières. Ainsi avait fait, dès le siècle dernier, Fussé le Coulanges, déclarant nettement que l'histoire est une science pure. Et, plus près de nous, ainsi fit parmi beaucoup d'autres notre vieux maître Léon Leclerc, répondant en 1942 de cette tribune que j'occupe en ce moment à la question « L'histoire est-elle une science ?» Cependant, les historiens de la seconde moitié du XIXe siècle et leurs successeurs ont eu de nombreux mérites. Celui de soumettre leur étude à une méthode de plus en plus méticuleuse, héritée des bénédictins perfectionnée par l'école allemande. Celui de se ménager des contacts réguliers par les revues et les congrès. Celui de former leurs disciples par le travail en séminaire, initiative due aux universités allemandes. Enfin, celui de s'engager dans des voies d'investigation nouvelles, par exemple en tentant, par la statistique, de saisir l'événement sous son aspect quantitatif. Ce faisant, l'histoire continuait d'avoir l'œil sur les sciences expérimentales, dont Claude Bernard avait signalé en 1865 tout ce qu'elles doivent à la mesure des phénomènes, ou pour reprendre les mots de Louis de Broglie à propos de la physique, la mesure, c'est-à-dire en cherchant toujours à caractériser les aspects de la réalité à l'aide de nombres. Mais l'érudition, fit-elle appel au calcul, n'est pas toute l'histoire. S'il est incontestablement la condition nécessaire à l'enquête historique valable, cet indispensable outil n'est pas une fin en soi. L'érudition peut procurer à l'historien la réconfortante satisfaction de construire du définitif, mais elle ne porte que sur des questions bien délimitées, ne touche qu'un cercle étroit de spécialistes et dissimule l'objectif final de la recherche historique. Ce fut dans l'érudition pourtant que philosophes et historiens se réfugièrent lorsque, en 1850,
il se crurent écrasé par la majesté de la science. Dès 1861, Antoine Cournot, demeuré philosophe fécond, quoique ou parce que mathématicien de formation, déplorait dans la préface d'un de ses ouvrages que la foi dans la philosophie fut à ce point refroidie que le public et les académies ne reçoivent plus guère ou n'accueillent plus guère en ce genre que des travaux d'érudition et de curiosité historique. Il en alla de même de l'histoire qui se jeta alors à corps perdu dans de pareils travaux d'érudition, ce dont on n'aurait nulle raison de se plaindre si ceux-ci ne l'avaient, pour un temps, éloigné de la synthèse. Car l'histoire se doit d'être synthèse. C'est ce qu'allait affirmer Henri Baire en 1900 par la création de la revue de synthèse historique. Essayons maintenant de conclure. La question n'est plus, aujourd'hui, de se demander si l'histoire est une science. Si une science est, comme le définissait Edmond Gobelot, un système de connaissances méthodiquement liées se rapportant au même objet, l'histoire n'est pas une science, non seulement parce qu'il est vain d'espérer qu'elle établisse des lois, mais parce qu'elle n'a pas d'objet propre. Science du passé. Le passé groupe une multitude inépuisable d'événements disparates qui n'ont d'autre caractère commun que leur antériorité par rapport à un point mouvant pris sur l'échelle du temps. Le passé comme tel ne peut faire l'objet d'une science. Alors, science des hommes ou des sociétés? L'histoire n'est pas la seule discipline qui porte le regard sur les destins de l'humanité. Ce qui confère sa spécificité à une science, c'est l'homogénéité des faits soumis à son observation. Une discipline particulière se définit donc en nommant son objet. Si ce sont les astres, cette science est l'astronomie. Si c'est la mesure des triangles, c'est la trigonométrie. Si ce sont les monnaies, c'est la numismatique. Aucun objet précis n'est inclus dans le nom ni dans la notion d'histoire. Au point que Marc Bloch lui-même, qui l'a servi si bien, fut à 2 pas de douter de son nom. Le mot d'histoire est un très vieux mot, écrit-il, si vieux qu'on s'en est parfois lassé. Mais il se ravise aussitôt. Nous lui garderons ici, au contraire, sa signification la plus large. Si les sciences devaient, à chacune de leurs conquêtes, se chercher une appellation nouvelle, au royaume des académies, que de baptême et de perte de temps. Et Lucien Febvre de renchérir. Faut-il dire l'histoire? Le mot est équivoque, et ce serait une raison pour se passer de ses services, si on pouvait créer un meilleur terme. Mais quel? Il ajoute en note « Je suis un peu plus pessimiste que ne l'est Marc Bloch sur les inconvénients qu'offre l'usage de ce vieux mot éculé sans signification précise, mais par quel mot le remplacer qui exprime à la fois l'idée de l'homme, celle du changement et celle de la durée ?» À cette question, une réponse fut proposée par Émile Callot, qui suggéra de remplacer l'histoire par sociographie. L'embarras des 2 grands historiens prête à sourire. Il sera celui de tous ceux qui persisteront à faire de l'histoire une science spéciale. Qu'est-elle donc? L'histoire n'est pas une science particulière, mais une façon particulière de considérer l'ensemble du réel. Elle tire son originalité de son optique propre, partant de ses méthodes et non de son objet. La philosophie est une autre façon de voir qui, dépassant le seuil du concret, où s'arrête l'histoire, se fait réflexive et ontologique, passe du temporel, qui est l'histoire, à l'intemporel, et du concret à l'abstrait.
La science en est une troisième, calquée sur le mécanisme de la physique et qui s'efforce d'introduire progressivement le rationnel dans la réalité des choses. L'illusion du XIXe siècle finissant a été de croire que cette attitude nouvelle devant le réel qu'est la science couvrirait tout ce réel et, de ce fait, éliminerait la philosophie, conçue dorénavant comme activité distincte de la science, et l'histoire. Or, la pensée et l'action ne se meuvent pas que dans le rationnel. Elles ont donc besoin de l'optique philosophique et de l'optique historique. Certes, le savoir est un. C'est la capacité de l'homme à prendre conscience de la réalité dans laquelle il se trouve plongé. Mais cette réalité est trop complexe et trop hétérogène pour se réduire à un mécanisme simple. Son seul lieu commun est l'esprit humain, car c'est lui qui en recueille l'image, qui la conserve et, si possible, qui l'explique. C'est pourquoi les trois optiques énumérées ci-dessus, tout en gardant leurs spécificités respectives, se mêlent à tous les instants. Et toutes trois également tirent leur valeur de la précision et de la rigueur de leur démarche. Il apparaît par là que l'histoire, tout en se refusant d'être une science particulière, peut se réclamer de la méthode scientifique, dans la mesure où elle poursuit son enquête et son récit avec honnêteté, sans complaisance d'aucune sorte, bref, en toute impartialité. L'historien doit s'efforcer d'être véridique, c'est-à-dire de respecter le réel, tout en sachant que ses conclusions ne seront jamais définitives ni entièrement certaines. Mais l'incertitude ne veut pas dire falsification. Se guidant sur la démarche rationnelle de la science, l'histoire ne se confond pas pour autant avec elle. Une différence profonde l'en sépare. La science ambitionne de formuler des conclusions en principe définitives. L'histoire, comme d'ailleurs la philosophie, est une reconstruction permanente qui accompagne le devenir humain. On peut dire de même que, participant aussi de l'activité littéraire, il n'est jamais interdit qu'un exposé historique, ou même scientifique, soit écrit avec élégance. L'histoire ne se confond pas pour cela avec la littérature. Il résulte enfin de ce qui précède que l'historien, comme le philosophe et comme le savant, promène sa curiosité sur l'ensemble du réel. Il a le droit, et même le devoir, de faire appel à toutes les sciences particulières. Toutes sont, d'ailleurs, humaines puisqu'élaborées par l'esprit humain. C'est ainsi qu'il y a une histoire, et au besoin une philosophie, de chaque science particulière. Il y a une histoire de la physique et une histoire de la biologie. Il n'y a pas de physique de l'histoire, ni de biologie de l'histoire. Qu'on le veuille ou non, la notion d'histoire reste marquée par ses origines qui expliquent qu'elle demeure ouverte à tout sujet d'étude. En réduisant le sens, en spécialisant sa curiosité, on aboutit à une impasse et on risque de la vider de toute signification. Pour maintenir l'histoire en vie, il faudra donc ne jamais oublier sa large acception originelle, source première de son originalité. Rétablie à la place que lui assigna une classification millénaire, celle issue de la pensée grecque et recueillie au siècle des Lumières par l'encyclopédie, l'histoire pourra se réclamer d'une tradition classique. Ainsi lui seront rendus son plein contenu et sa vraie nature. Ainsi sera-t-elle soustraite au souci de se définir. Car se définir, c'est se limiter. Ainsi, enfin échappera-t-elle aux sarcasmes qui lui furent décochés lorsqu'elle s'obstinait à s'assimiler trop étroitement à la science. La science,
s'est assigné pour tâche la recherche du vrai. L'histoire n'aspire pas moins à cette quête de la vérité, mais elle a aussi pour fonction, à des moments particuliers, de dénoncer le faux. C'est pourquoi les hommes auront toujours besoin d'historiens, dont la clairvoyance aura pour garant leur esprit critique. Celui-ci discerne sans parti pris. Il s'acquiert et s'entretient par son application à résoudre les problèmes limités, mais souvent ardus, soumis à l'érudition. Les historiens mettront à juger de plus vastes et de plus graves questions le même détachement et le même esprit de méthode qui ont servi à établir la fausseté d'une charte, la forgerie du bordereau dans l'affaire Dreyfus ou la fraude de la tiare de Saïta-Fernès. Dépourvue du concours des historiens, la science elle-même serait menacée et Pascal, sur la base des mystifications de Vrain-Lucas, aurait usurpé la gloire de Newton. Ouvrons une dernière fois Renan. S'adressant à Pasteur en 1882, il lui dit « La critique historique a ses bonnes parties. L'esprit humain ne serait pas ce qu'il est sans elle, et j'ose dire que vos sciences, dont j'admire si hautement les résultats, n'existeraient pas s'il n'y avait, à côté d'elle, une gardienne vigilante pour empêcher le monde d'être dévoré par la superstition et livré sans défense à toutes les assertions de la crédulité. Cette gardienne, dont parle Renan,